Bonjour, c'est Evelyne, autiste, coach, formatrice et auteure. La vidéo d'aujourd'hui porte sur le thème de l'anxiété et c'est un grand sujet parce qu'il y a différentes formes d'anxiété et que généralement l'anxiété est très forte chez les autistes. Alors je pense à l'anxiété latente, celle qu'on a sans vraiment comprendre d'où elle vient. Ensuite l'anxiété anticipatoire au sujet de situations qui peuvent nous faire peur. Et l'anxiété sociale, un gros morceau pour moi. Il y en a peut-être d'autres auxquelles j'ai pas pensé, ça me viendra peut-être dans d'autres vidéos. Donc la première dont j'avais envie de vous parler, c'est l'anxiété que j'appelle latente, c'est-à-dire qui est là tout le temps en nous et on sait pas vraiment ce qu'on a, on se sent pas bien, on est tracassé, on a peur, comme une chape de plomb qui est au-dessus de moi. Je sais pas ce qui se passe et je sais pas pourquoi. Donc depuis, j'ai travaillé énormément sur moi, j'ai un peu plus de recul et je vais pouvoir vous partager en analysant après coup ce qui peut se passer peut-être en vous, en tout cas en moi, dans ce genre d'anxiété. Alors un point commun, je pense, à de très nombreux autistes, voire tous, c'est ce besoin de contrôle sur l'environnement, sur les choses qui nous entourent, pour essayer de se relâcher. Ça paraît vraiment contradictoire. J'ai toujours eu l'habitude, inconsciente, c'était pas un choix, d'être en vigilance permanente. Je suis une vigie, un phare, je suis toujours allumée et je n'ai jamais de repos là-dessus. Mon attention est en alerte pour ne pas, par exemple, sursauter dans une journée. Donc je reste vigilante. Est-ce que quelqu'un va passer près de moi? Il y a quelqu'un dans la maison. Il se pourrait bien qu'il me surprenne. Vigilance sur les autres, c'est comment ils se sentent. Est-ce qu'ils vont bien? Vigilance inexpliquée, comme ma vie qui serait du lait dans une casserole qui menace de déborder et je ne comprends pas toujours pourquoi. Ça me fait penser à ce matin, je suis allée au marché avec des belles lumières, des sons que j'aime, des odeurs que j'aime. Je me suis retrouvée rapidement dans un état hypnotique, ce qui m'arrive très très souvent et arrive je pense à la plupart des autistes. C'est ce qu'on appelle cette espèce de bulle, donc une dimension qui n'est pas dans le présent réellement et dans laquelle on se sent bien, on flotte. C'est réparateur, c'est rassurant, c'est régénérant. Et ce matin, j'étais donc dans cet état-là et je me suis surprise justement à remettre en route ma vigilance automatique, qui n'avait pas été automatique du coup. D'un coup, je me suis dit, oh, et si je rencontre quelqu'un, et si quelqu'un me tape sur l'épaule, et s'il y a un gros bruit, et s'il y a quelque chose qui me ramenait d'un coup sur cette terre, alors que je suis si bien légèrement au-dessus, à flotter et à observer les choses de loin. Voilà ce que j'appelle donc l'état de vigilance permanente. Ça peut mener aussi beaucoup de gens à ne pas trouver le sommeil, à toujours avoir peur de ce qui pourrait se passer, sans pouvoir mettre de nom dessus. C'est un état très inconfortable, parce qu'on se sent en danger sans savoir ce qui nous menace. Si vous craignez d'être dérangé dans la maison, de sursauter, que quelqu'un vous sorte de votre bulle d'un coup, on a trouvé un truc très simple avec mon mari. On a mis un petit grelot sur le buffet du salon, et quand il s'approche de la cuisine, qui sait que je suis seule depuis un moment, il grelotte. Donc c'est un son que j'entends de loin, qui est très différent du reste des sons. Donc vraiment il me fait atterrir, me dire « Ah ok, je sais ce qui est en train de se passer et ce qui est en train d'arriver ». Donc je lui crie « Oui » pour lui dire que j'ai entendu et il peut venir, il me fait plus jamais peur. Parce qu'avant je hurlais, je faisais sauter tous les objets en l'air que j'avais dans la main. Donc cette vigilance permanente de cette anxiété latente me donnait énormément de tics nerveux. Si je suis crispée dans mon corps, je maîtrise tout ce qui est autour de moi, j'ai une cuirasse, je suis protégée, je suis forte. Ça a été très dur de trouver enfin le relâchement de toutes ces tensions et c'est un travail long terme. Dans cette anxiété latente, je ressens aussi une pression, une tension de quelque chose qui doit arriver vite, du temps qui passe, des heures qui passent et je suis pas à l'heure, je vais jamais y arriver. Tout va trop vite pour moi. J'avais lu un article à ce sujet qui m'a beaucoup parlé, qui racontait que probablement les autistes vivent plus au ralenti à l'intérieur d'eux que ce qui se passe à l'extérieur. Et du coup, moi, ça me porte vraiment à vouloir freiner à longueur de journée et donc avoir cette anxiété de je suis pas à la hauteur, j'y arriverai jamais parce que tout va trop vite pour moi. Inversement, il peut arriver qu'il y ait des conversations où je trouve que c'est vraiment trop lent ou des informations qui arrivent trop lentement, j'ai besoin que ça aille vite. Je remarque que cette anxiété latente, même si elle n'existe plus énormément aujourd'hui, elle a quand même tendance à faire partie un petit peu de mon fonctionnement et elle cesse quand je suis seule. Je peux aller à mon rythme et je n'ai plus cette pression. Je peux me relâcher. Si je veux regarder mon chat en train de dormir, je le fais. J'ai pas peur de sursauter, d'être dérangée, d'être ramenée d'un coup. Maintenant, je voudrais vous parler de l'anxiété anticipatoire.
C'est l'anxiété qu'on peut avoir quand on a prévu de faire quelque chose qu'on n'a pas trop envie de faire, qui nous stresse, qui nous inquiète. Et on va y penser, anticiper pendant très longtemps des fois avant que le moment arrive. Donc ça peut être passer un examen, une visite chez un médecin, à l'école, peur de se faire interroger. Et moi ça prend même la forme, je vous en ai parlé dans une autre vidéo, de difficultés pour aller en week-end, m'adapter à de nouveaux endroits. Par exemple, aujourd'hui, mon compagnon, faisant partie d'un groupe de musique, m'a proposé de passer le voir. En théorie, je suis super heureuse à cette idée. Et en pratique, je suis pétrifiée parce que je ne sais pas à quoi m'attendre. Je ne sais pas où est cet endroit. Je ne sais pas comment est la porte d'entrée. Je ne sais pas dans quel sens elle s'ouvre. Je ne sais pas s'il y a un paillasson devant, s'il va y avoir un couloir, combien d'étages je dois monter, si c'est à droite, à gauche, quelle sera la lumière dans cette salle. Par où je vais rentrer dans cette salle? Est-ce que tous les regards vont se river sur moi dans cette salle? J'ai besoin, comme là j'ai l'impression que ce que j'appelle mon sixième sens intervient, une espèce de dimension, comment dire, de toucher de l'environnement en fait. Quand je suis dans une salle, j'ai certaines impressions qui me viennent et comme là je ne peux pas savoir quelles vont être mes impressions, j'ai peur d'être envahie par ces impressions et qu'elles soient complètement ingérables. Ça me serre le ventre. Je n'ai pas cette capacité innée d'adaptation à toutes les situations et je suis débordée par le trop d'infos. C'est comme si vous vous retrouviez dans une pièce pleine d'objets partout par terre, au mur et partout au plafond, et qu'on vous demandait de retrouver quelque chose. Quel serait peut-être votre sentiment? Eh ben, du découragement, voilà, l'impression que vous allez jamais y arriver, l'impression d'être débordé, l'impression d'être envahi par toutes ces choses en disant mon Dieu, mais comment je vais m'y prendre? Il y en a partout. Et vous n'arriverez pas à accéder à l'info principale, c'est-à-dire le tout petit objet que vous cherchez. En plus, vous risquez, en traversant cette pièce, de vous faire mal en marchant sur des objets. Donc voilà, ça peut s'apparenter à ce que je peux ressentir. Ce qui me permet de passer au-delà de cette difficulté, c'est de simplifier les choses. Et pour simplifier, il faut que j'enlève tous les détails, donc plein d'objets dans cette pièce virtuelle, et de garder les infos essentielles. Par exemple, si vous savez que c'est un objet de couleur jaune que vous cherchez, vous allez visuellement enlever toutes les choses qui ne sont pas de la couleur jaune, pousser tout le reste et vous y voyez un peu plus clair. Moi, cette étape-là, elle se fait, par exemple, en ayant reçu des photos du lieu. Parce que je suis anxieuse sur qu'est-ce qui m'attend si j'arrive là-bas non préparée. Et la même chose que vous dans cette pièce surchargée. C'est surcharge, impossibilité de parler aux gens, peut-être impossibilité de comprendre comment une porte s'ouvre, impossibilité de trouver la bonne pièce, un espèce de blocage, pouf, de mon esprit, de mes compétences, de mes capacités. Ça ne fonctionne plus, parce qu'il y a trop, et mon cerveau ne sait pas dans quel ordre traiter les informations. Pour ce qui est de partir en week-end, si jamais j'arrive et qu'il y a une info que j'avais pas, ça m'est arrivé une fois, on dormait en hauteur dans une mezzanine et la mezzanine n'avait pas de barrière, elle avait juste un coffre ancien, assez imposant, qui était censé nous empêcher de tomber. Mais moi, j'ai déclenché une grosse crise d'angoisse pendant toute la nuit parce que j'avais peur de tomber, j'avais pas anticipé. Peut-être si j'avais anticipé, je me serais habituée à l'idée et ça serait passé. Mais j'ai dû faire face à une situation difficile et mes compétences n'arrivent pas de manière naturelle au moment où j'en ai besoin. Vous verrez probablement au cours de mes vidéos qu'il y a des situations que je gère très bien et je suis moi-même surprise et j'ai du mal des fois à comprendre pourquoi cette fois-là j'ai si bien géré et d'autres fois non. Du coup, il s'agit pour moi, par l'anticipation, d'enlever le plus d'éléments qui me parasitent, qui pourraient m'envahir pour m'empêcher de me concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire simplement rentrer dans un bâtiment, ouvrir la porte et dire « Coucou, je viens juste vous voir 5 minutes ». Ça paraît simple comme ça. C'est un peu comme si vous aviez votre moteur de voiture en marche, tranquille, et que moi, à côté, j'ai mon moteur de voiture en marche, à fond la caisse, qui tourne au régime maximum, avec un bruit d'enfer. Et je suis là, et je suis envahie par ce bruit, comment faire, et tout le monde me regarde, mince, mon moteur il a fond, comment on baisse, je sais pas, je fais quoi, je fonds en larmes. Je ressens vraiment quelque chose qui monte en intensité quand je pense à la situation que j'anticipe. Et j'ai peur du point culminant. Le point culminant, c'est la liquéfaction totale sur place. J'irais même jusqu'à dire la mort, mais ça paraît complètement irrationnel quand je vous en parle comme ça à froid, pour des situations qui paraissent si anodines. Mais quoi d'autre peut pétrifier à ce point-là, à part le point culminant, qu'est-ce qui va m'arriver, je vais mourir, voilà. De terreur, de honte, de je ne sais quoi. Et du coup, je vais mettre en place des stratégies de contrôle des paramètres. Tout ce que je peux contrôler, je vais le faire pour pouvoir me
faciliter la tâche. L'anxiété anticipatoire permet de vous préparer émotionnellement à des situations qui pourraient être insupportables pour vous. Donc c'est un mécanisme tout à fait positif à la base, mais qui nous fait vivre 2 fois les choses. Par exemple, on anticipe que ça va être la catastrophe à notre contrôle d'histoire géo, on va être interrogé à l'oral et on va pas savoir dire un mot et on va pleurer et ça va être horrible. Du coup, le fait d'y penser tous les jours avant le contrôle d'histoire géo va faire que on le revit sans arrêt au lieu de le vivre une fois. Et le pire, ou le mieux, c'est que je constate souvent que dans la vraie vie, ce qui se passe est beaucoup moins pire que tout ce que j'avais envisagé avant. Donc je me fais du mal pour rien. Toutes les raisons du monde ne vont pas m'empêcher de fonctionner comme ça se raisonne pas, c'est un instinct, c'est un réflexe. Par contre, pour m'aider à me sentir mieux dans ces situations, je peux aller creuser un peu. Qu'est-ce qui me fait peur exactement? Mettre des mots dessus, parce que nommer les choses, ça soulage déjà beaucoup. Mais en premier lieu, je crois que ce qui est aidant, je le vois bien avec mes enfants quand ils stressent pour l'école, c'est de prendre une vraie décision. Au lieu de subir la décision de quelqu'un d'autre, genre il y a un contrôle d'histoire géo, il faut que je le passe, décidez si vous voulez aller à votre contrôle d'histoire géo ou pas. Quelles sont les conséquences si vous n'y allez pas? C'est un choix, c'est toujours possible de faire autrement. On peut éviter les choses. Il faut être prêt à en subir les conséquences, avoir 0, avoir un mot dans le carnet, être convoqué, tout ça. Mais c'est possible, c'est un vrai choix que vous avez à faire. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je passe le contrôle ou pas? Et une fois qu'on a vraiment pris cette décision, qu'on se rend compte que c'est un choix vraiment de notre part, ça peut déjà apaiser et être plus facile de se dire ok, donc je fais ce choix, c'est que quelque part en moi, je dois être capable d'y aller, de le faire, et je vais voir quoi mettre en place pour pouvoir avancer là-dessus. Alors ce que j'aime bien faire, donc ça dépend vraiment de vous, si ça vous parle ou pas, c'est d'imaginer le pire du pire du pire. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? De ne pas arriver à dire bonjour à la personne, ne pas dire un mot, faire pipi dans son pantalon parce qu'on est trop stressé, tomber dans les pommes, me faire insulter, humilier. Et le fait de vivre vraiment ces situations à fond me fait me rendre compte que finalement, il y a peu de chances que ça se passe comme ça. En plus, ça me permet de me préparer à ces éventualités, me dire qu'est-ce qui se passe si je tombe dans les pommes? Ils vont appeler le SAMU, et puis on va me soigner, et puis on va voir que j'ai eu une difficulté momentanée. Finalement, c'est pas si grave. Donc voilà, essayer de prévoir un petit peu, donc vu qu'on est dans l'anticipation et qu'on ne peut pas faire autrement, autant être efficace et prévoir les situations. Mettons que j'arrive pas à parler, qu'est-ce qui pourrait me faire sortir de ça? Un petit truc. Je sais pas, par exemple, penser à une petite blague rigolote ou un chaton tout mignon que je caresse, quelque chose qui me fait revenir là. En essayant de déterminer vraiment ce qui peut faire peur, on peut travailler dessus et trouver des stratégies d'évitement ou des stratégies de dépassement de soi pour appréhender cette situation parce qu'on l'a choisi et que du coup, on veut bien y aller, même si c'est dur. Et la dernière anxiété à laquelle j'avais pensé est une anxiété très très forte chez moi, comme je vous ai dit, l'anxiété sociale, qui est liée un petit peu aux exemples que je vous ai donnés juste avant. Donc l'anxiété sociale, le problème c'est que les difficultés ne vont pas provenir que de nous, de ce qui se passe en nous. La personne en face peut me bloquer par sa réaction. Et là ça dépend pas de moi, donc c'est difficile à anticiper. J'en ai un peu parlé avant, mais je vais continuer à approfondir sur ce sujet. Alors il m'est arrivé, dans un rendez-vous administratif, de m'être super bien préparée, d'avoir regardé sur internet où étaient les lieux, à quoi ils ressemblaient, d'avoir pris assez de temps pour anticiper, pour pouvoir être à l'heure, d'avoir pris de quoi m'occuper dans la salle d'attente s'il y avait une longue attente. Et j'avais préparé mon papier avec tout ce que j'avais à dire, qui était important, super bien fait. Et au moment où la personne m'appelle, toujours le petit coup de stress, mais ça allait, j'avais mon papier, j'étais briefée, c'est bon. Donc je lui ai expliqué toute ma situation, j'étais très fière de moi, ça a duré un petit moment, elle m'a bien écoutée et c'était parfait. Et voilà qu'elle me dit, asseyez-vous, je vais appeler la personne concernée. Ah ok, c'était pas elle la personne concernée, j'ai déballé toute ma vie, j'ai donné tout ce que j'avais à donner et là d'un coup c'était la panique, c'est comment je vais faire pour recommencer. Et là dans la salle d'attente ça a été vraiment difficile de me dire, je sais plus pourquoi je suis là. J'ai mon papier, je le lis, il n'a plus aucun sens, c'est que des mots les uns à la suite des autres. Donc grosse panique. Et je vois la dame arriver peu de temps après dans le couloir. Elle m'a pas paru avenante. Donc ça, c'est quelque chose qui pour moi me fout en vrac total. Quelqu'un qui est pas souriant, quelqu'un qui dit rien, quelqu'un qui m'ignore tout en me faisant rentrer dans son bureau. Et je me suis assise là et elle m'a regardée en me fixant et m'a dit oui. Et là, il a fallu que je parle. Là, ça a été la panique. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, des gros trous noirs où je sais même plus comment je m'appelle. Et cette sensation est tellement horrible qu'on voudrait disparaître en fait. La personne dit rien, elle voit que je suis complètement coincée et elle ne dit rien.
J'ai cru faire une crise d'angoisse immédiatement et j'ai eu un petit sursaut qui m'a fait revenir là. Je sais pas comment j'ai fait à l'époque, maintenant je vous en parle quelques fois. Par exemple, je vais fixer un coin du sol au lieu de regarder la personne et me concentrer vraiment pour essayer de retrouver mes moyens et ça marche plutôt bien. Et ce jour-là, je lui ai dit désolée, je sais plus où j'en suis. Et à ce moment-là, elle m'a dit ben dites-moi votre dossier, tout ça, tout ça. Et je me suis rappelé pourquoi j'étais là et on a pu relancer. Cette personne n'était pas avenante et pourtant elle m'a donné un coup de main. Je crois que quand vous expliquez vos faiblesses aux gens, que vous expliquez que je ne sais plus ce qui m'arrive, je suis complètement perdue, la personne sera dans la grande majorité des cas bienveillante et vous donnera un petit coup de main pour vous relancer, pour vous poser la bonne question. Je dirais que cela n'arriverait pas avec des gens qui suivraient le mode d'emploi dont j'aurais besoin moi. Le seul problème, c'est que je ne peux pas arriver avec un mode d'emploi à leur faire lire 15 minutes avant pour savoir comment s'adresser à moi. Parce que sinon, je leur dirais de me mettre à l'aise avec des sourires, avec des plaisanteries, de me montrer où m'asseoir, parler du beau temps, pourtant moi qui n'aime pas ce genre de conversation, mais là pour le coup, ça me permet de relâcher la pression sur le sujet principal. Et puis quand la personne s'installe à son ordinateur, de pouvoir me dire alors là, je suis en train de créer un dossier pour vous, de m'expliquer ce qu'elle est en train de faire. Le nombre de personnes qu'on va à un rendez-vous qui ne parlent pas et qui sont à l'ordinateur, moi derrière je suis en panique de me demander ce que je dois faire. Est-ce que je dois dire quelque chose, attendre, qu'est-ce qui se passe? Et ce qui est très dur pour moi, c'est une personne qui se pencherait comme ça, en me fixant. Alors, pourquoi vous venez? Et ça m'arrive souvent. Dans tout ça, pourquoi je suis mal? C'est parce que j'ai peur de perdre mes moyens. Comme un enfant à l'école qui est interrogé et qui ne sait pas, et que le professeur va insister. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Tu sais toujours pas répondre. Cette pression qui monte, cette tension qui monte. La peur de ne pas savoir comment s'en sortir. La peur d'être blessée, parce que je prends les attaques de plein fouet. J'ai peur de me recevoir une pique de la personne, un jugement. Je pense que quand on a une bonne estime de soi, tout cela n'arrive pas généralement. C'est vraiment un problème d'estime de soi qui va engendrer un problème de confiance en soi. Et souvent, j'ai remarqué, quand je sens que je suis dans une position forte, entre guillemets, c'est-à-dire par exemple j'ai des connaissances supérieures sur un sujet par rapport à une personne, ou c'est moi qui vais rendre service, quelque chose comme ça, je vais être beaucoup plus à l'aise. Quand j'ai des attentes vis-à-vis de moi, alors là, c'est vraiment très difficile. Je pourrais être accompagnée dans mes rendez-vous, par exemple, par une autre personne, mais en fait, ça me va pas non plus, parce que j'ai remarqué que j'étais plus courageuse quand j'étais seule. J'étais, allez hop, c'est parti, on y va. Et en plus, j'ai peur du jugement de la personne qui m'accompagne aussi. Je suis pas à l'aise, encore moins. J'ai l'impression du coup que deux personnes vont m'écouter, donc j'ai encore plus honte. Et très bizarrement, d'après tout ce que je vous ai raconté sur le besoin de contrôle, le besoin d'anticipation, quand une situation arrive à l'improviste, je me sens beaucoup mieux. Parce que j'ai pas eu le temps d'anticiper, j'ai pas eu le temps d'avoir peur. Par exemple, si on me dit là il faut absolument que tu appelles l'école, il y a un truc qui s'est passé, j'appelle l'école, alors que j'ai vraiment horreur du téléphone. Je vous ai fait une vidéo sur la phobie du téléphone, c'est très dur. Ou ce matin j'ai rencontré des voisins en bas de l'escalier et j'ai tapé la causette. Personne n'aurait cru que j'étais autiste ou anxieuse sociale. Ça n'a pas été un problème pour moi. Par contre, vous m'auriez dit dans 2h30 tu vas rencontrer les voisins et il faudra que tu leur parles. Alors là j'aurais eu le cœur qui tape à fond la caisse, j'aurais eu des sueurs, j'aurais dit non je veux pas y aller, j'y vais pas, c'est pas possible, qu'est-ce que je vais leur dire? Comment je vais réagir s'ils me disent ci ou ça? Comme vous pouvez le voir, les anxiétés, c'est vraiment complexe et je suis loin d'avoir fait le tour du sujet. Dites-moi en vidéo comment vous vivez les vôtres et qu'est-ce que vous avez trouvé pour les contourner ou les vivre mieux. Moi, honnêtement, j'ai viré de ma vie énormément de contraintes. J'essaye sur mon calendrier de n'avoir rien de prévu, le moins de rendez-vous prévus, donc des fois je suis obligée, c'est vraiment dur. Mais oui, la stratégie d'évitement est vraiment quelque chose pour moi à prendre en compte dans les possibilités pour lutter contre l'anxiété, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Comme ça, je garde mon énergie pour les situations où vraiment j'ai fait le choix d'y aller parce que, par exemple, je veux être suivie pour une difficulté de santé, c'est important, et je suis ok de faire des efforts quand ça me concerne, ou aussi ça concerne mes proches qui ont vraiment besoin de moi. Donc pour récapituler, j'essaye de savoir précisément ce qui me fait peur, quelle est la cause précise de l'anxiété. Ensuite, j'imagine les situations et j'essaye de trouver des solutions à ces situations concrètes. J'essaye de prévoir le pire et je me prépare en notant ce que j'ai à dire sur un papier et j'essaye d'avoir des photos du lieu. Et ne pas hésiter quand vous prenez un rendez-vous à poser vos questions même si elles paraissent bêtes. Je crains un peu la chaleur, j'aimerais savoir s'il fait chaud dans la pièce. Ah non, il fait très frais. Ah ok, ça peut permettre encore d'anticiper l'ambiance. Voilà pour ces petits trucs et bon courage à vous tous qui êtes anxieux. Et voilà, il y a quand même des moyens de se sentir mieux au quotidien. À bientôt!